Bon, du coup, ça a commencé l'enregistrement. Bienvenue Léa sur le podcast. Non, merci pour ton invitation. Et du coup, je voudrais te présenter déjà dans un premier temps. Donc, j'ai vu que tu étais multi-entrepreneur, que tu as plusieurs sociétés. Donc, tu as un programme, la Travel Co-Girl Academy. Tu as aussi des sociétés immobilières. Donc, après, tu vas nous en parler en détail. Moi, je voulais te poser une question. Je ne sais pas si c'est indiscret de poser cette question, mais c'est toujours la question que je me pose quand je vois des coachs, etc. C'est quel âge ils ont? Parce que tu vois, c'est pas écrit sur la bio, mais quel âge là, si tu as envie de le dire ou pas, hein, d'ailleurs. Ok. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram. Je ne sais pas où ça va aller, tout ça. Donc, merci pour ça. Moi, j'ai 32 ans. En général, on me donne beaucoup moins que ça, donc tant mieux hein, quand j'en aurai 60. Mais pour l'instant, j'en ai 32. Ok, nickel. Ouais, c'est vrai que moi, je t'aurais donné beaucoup moins. Je pensais que tu avais 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. C'est vrai, mais non, mais tant mieux, tant mieux. Mais, écoute, tant mieux, ça m'arrange. Même sur Insta, vu que tu vois en story, tu fais grave jeune, etc., pleine de joie de vivre, du coup, c'est vrai que ça rajeunit. Comme quoi, être en joie, ça rajeunit aussi peut-être l'esprit et le corps, quoi. C'est vrai. Tu as créé beaucoup de choses. Tu as aussi un agenda de productivité. Tu fais aussi des séminaires, de ce que j'ai vu. Et tu as créé un ranch. Donc, tu vas pouvoir aussi en parler, ou c'est en cours de construction. Je ne sais pas trop exactement. Entre les deux, tu nous diras ça. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter déjà par rapport à ce que je viens de présenter au niveau de tes activités? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, effectivement, je fais pas mal de choses. Alors, je sais plus du coup si tu l'as dit parce que là, tu as dit plusieurs trucs, mais effectivement, j'ai l'académie en ligne qui est une de mes sources de revenus principales et une de mes activités préférées surtout pour aider mes élèves à monter un business en partant de zéro, à prendre confiance en eux, etc. Après, je fais du e-commerce aussi. Donc là, j'ai des agendas de productivité, des budgets planners, etc. J'avais d'autres sites de e-commerce, mais là, j'en ai arrêté plein. Tout ce qui me saoulait, en fait, j'ai arrêté parce que j'en ai plus besoin maintenant. Je fais pas mal d'immobilier, j'ai plusieurs immeubles, une société immobilière, enfin même une deuxième là, en cours de construction. Alors le ranch c'est pour l'année prochaine, donc je l'ai pas encore, mais j'ai repris des études en parallèle de mes business dans l'agriculture pour acheter mon ranch l'année prochaine avec mes chevaux et tout ça, où on va faire des séminaires, du coworking, de la viande, enfin plein de choses. On va faire plein de choses. Et qu'est-ce que j'oublie? Je fais également des immersions en présentiel, ouais, où il y a des immersions pour mon académie, puis des immersions qui n'ont strictement rien à voir avec juste pour les femmes où on monte à cheval, on fait du tri de bétail, de l'introspection, ça n'a rien à voir. Mais voilà, juste pour le kiff. Et j'ai un restaurant aussi. J'ai un restaurant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, je fais plein de partenariats, j'ai plein de sources de revenus à droite, à gauche. On a compté la dernière fois dans une interview, j'en ai 15. On a compté pendant l'interview parce que j'en savais rien du tout. Après, des fois, c'est quelques centaines d'euros par mois et des fois, c'est plusieurs dizaines de milliers. Mais voilà à peu près ce que je fais, en tout cas au niveau pro, ouais. D'accord, ok. Ça fait pas mal de choses. J'ai hâte de savoir comment tu vas nous en dire plus sur comment tu t'organises pour gérer tout ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux revenir sur la temporalité de création de tes business? Qu'est-ce que tu as commencé en premier, du coup? Alors, cette question, on me la pose à chaque fois et à chaque fois, je me plante dans les dates. Mais en gros, là, parce qu'en fait, le temps avance au fur et à mesure et tu as des interviews tous les 6 mois et donc je me rappelle plus exactement où j'en suis exactement, mais bon, peu importe. En fait, si tu veux, là, l'académie, je l'ai créée en novembre 2021. 6 mois avant, j'avais commencé à me lancer dans du coaching en one-to-one. Parce que j'avais eu un accident, j'étais allongée dans mon lit, donc je pouvais rien faire d'autre. Donc j'étais en mode, je le crée en one-to-one comme ça. Je te raconterai peut-être comment j'ai créé tout ça aussi. Je ne sais pas si c'est des questions que tu as posées ou pas. Donc ça, c'est vraiment le business principal. Après, de l'affiliation, ça fait 3 ou 4 ans que j'en fais déjà, que j'en fais beaucoup. Des partenariats, etc., uniquement avec des produits ou des services que j'utilise et que je kiffe surtout, parce que j'ai aussi utilisé pas mal de trucs que j'aime pas. Donc cela, j'en parle pas particulièrement. Le resto, ça fait depuis l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'immobilier, j'ai acheté mon premier immeuble, pareil, début 2021, un de mes apparts aussi fin 2021, le deuxième immeuble début 2022, le ranch ça va être en 2024. Et puis les immersions, ça s'est lancé à peu près en même temps que les coachings, je crois, je dis pas de bêtises. Et puis voilà, je crois que j'oublie rien. Oui, le e-commerce. Le e-commerce, j'avais commencé bien avant. Ça fait déjà peut-être 3 ans, je crois, que j'ai commencé le e-commerce. Mais là, je le fais d'une manière tout autre, puisque maintenant, c'est moi qui crée mes propres produits. L'agenda de productivité, le budget planner, etc. C'est moi qui les ai créés et tout ça, alors qu'avant, je revendais en fait des produits, etc. Bon, là, maintenant, je peux le dire parce que j'ai complètement arrêté, mais je vendais des mini blenders pour cuisine, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais maintenant, j'aime vendre des choses qui ont surtout du sens, en fait, et que j'ai créé moi-même, sinon ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà. Ok.
Ah, c'est hyper intéressant, déjà, félicitations, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses et là, tu te rediriges plus sur les business et les activités que tu kiffes. Mais comment tu fais pour tout gérer en même temps, pour créer tu délègues ou tu fais tout toute seule? T'as une équipe? Ah non, je délègue, heureusement. Alors au début, je déléguais pas du tout. J'ai commencé à déléguer il y a 2 ans. D'ailleurs, on vient de fêter nos 2 ans là, avec mon assistante de nos 2 ans ensemble. Au début, je déléguais juste 1 heure par semaine, plutôt sur des petites tâches que j'avais vraiment pas le temps de faire. Je crois que c'était du community management au début que je faisais parce que mon compte Instagram commençait à vraiment prendre de la marge, quoi, voilà, prendre de la valeur. Et du coup, j'avais trop de messages et franchement, je pouvais pas tout gérer parce que jusqu'à septembre 2021, j'étais encore kiné aussi en parallèle. Donc, je faisais ça en même temps que j'étais kiné, tu vois. Donc, c'était genre tous mes business, les investissements et tout, ça a été une sacrée période. Donc, ouais, j'ai commencé à déléguer tout doucement il y a 2 ans. Et puis, il y a 1 an et demi, je suis passée à la vitesse supérieure. J'ai pris une deuxième personne. Et là, j'ai 2 personnes qui sont à l'année avec moi. Et à côté de ça, j'ai 3-4 personnes qui sont plutôt sur du one-shot. Voilà. Bon, après, tu as aussi le cabinet comptable, le fiscaliste, etc. Mais je ne les compte même pas, que j'ai régulièrement. D'ailleurs, j'en ai eu un au téléphone encore ce matin. Mais voilà, je délègue énormément. Et en fait, je me demande toujours comment je peux rester dans ma zone de génie, tu sais, parce qu'en fait, on a, tu sais, ces 4 zones. Je sais pas si tu connais déjà ce principe-là. Tu as la zone de génie, c'est là où tu es super bon, où ça te donne de l'énergie de le faire, etc. Donc, moi, ça va être tout ce qui est les coachings et la création de contenu. Donc, ça, c'est vraiment les 2 trucs. Tu peux me faire ça toute la journée, je serai jamais fatiguée. Enfin, j'adore ça. Juste en dessous, tu as tout ce qui est ta zone de compétence, donc, ta zone d'excellence. Donc, c'est les trucs sur lesquels tu es doué, mais c'est pas dramatique si tu les fais pas, en fait. C'est pas un truc, voilà, tu t'aimes bien, mais bon, c'est pas non plus transcendant comme le coaching peut l'être pour moi, par exemple. Ensuite, tu as ta zone de compétences. C'est tous les trucs que tu sais faire, mais que tu n'aimes pas particulièrement faire. Et ensuite, tu as la zone de médiocrité, où là, vraiment, tu es nul et en plus, tu sais pas le faire, ou alors tu détestes ça, ou ça te prend de l'énergie, ça t'épuise, comme la compta, par exemple. Moi, c'est un truc, je ne supporte pas ça. Et donc, toutes les personnes, elles vont avoir différentes zones de médiocrité, différentes zones de génie, bref, etc. Et donc, en fait, j'essaie toujours, là, maintenant, d'être uniquement dans ma zone de génie. Alors, il y a aussi des trucs que je fais dans ma zone de compétence, parfois même jusque dans ma zone de médiocrité, etc., évidemment. Mais j'essaie toujours de rester dans ma zone de génie pour être super efficace, parce qu'en fait, ma zone de génie, il n'y a que moi qui peux le faire de cette façon-là. Surtout que je vais être hyper impactante, inspirante dans ces trucs-là, alors que dans la compta, non seulement je vais faire des conneries, ça va m'épuiser, ça va m'empêcher d'avoir de l'énergie pour faire de la vidéo ou des coachings, par exemple. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à déléguer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je m'organise beaucoup avec ça, et surtout avec mon agenda de productivité que j'ai créé depuis 2 ans aussi, parce qu'à la base, je l'ai créé pour moi, cet agenda de productivité. Je ne sais pas si je l'ai là. Attends, est-ce que je l'ai? Ouais. Mon petit agenda de productivité, qui est blindé en ce moment parce que je viens de rentrer des États-Unis et j'ai rien fait pendant 1 mois. Mais voilà, je m'organise aussi en termes de productivité avec des moments où je bosse comme une ouf, comme c'est le cas depuis 3 jours, où tu vois, là, justement, je t'avais dit, on attend 1 mois pour prendre pour l'interview et tout, parce qu'en fait, pendant 1 mois, là, j'étais pas dispo psychologiquement, même physiquement. Là, j'étais aux US où je bossais dans un ranch pour rigoler, pour entraîner des chevaux et augmenter mon niveau à cheval, parce que moi, je fais de la compétition, en fait, à côté à cheval. C'est une de mes passions. C'est pour ça que je crée un ranch. Et donc, du coup, en fait, j'ai des périodes où je vais absolument rien faire, mais vraiment rien. Je ne travaille pas. Alors, tout est délégué. Et quand je te dis je travaille pas, je vais peut-être faire 1 heure dans la semaine, quoi, pour juste checker ce que l'équipe a fait, s'ils ont besoin de quelque chose, etc. Et ensuite, des périodes où là, je vais m'y mettre en mode bourrin, comme je suis en ce moment, où j'enchaîne, tu vois, où vraiment, je vais bosser 12 à 14 heures par jour. C'est ma façon de fonctionner. C'est pas forcément celle de tout le monde, donc recopiez pas forcément ça. C'est simplement que moi, j'ai essayé de bosser beaucoup le matin et rien faire l'après-midi, par exemple. C'est pas une façon qui fonctionne pour moi. Donc, moi, j'ai besoin de bosser comme une dingue pendant 2-3 jours et après, par exemple, rien faire pendant une semaine. C'est ma façon de faire. Donc, je m'organise à l'année, ensuite par mois, par semaine, puis par jour, évidemment. Voilà. C'est trop bien parce que tu as répondu en même temps à la question de la temporalité sur les moments de deep focus, et du coup, c'est 2-3 jours et après, tu te reposes. Trop bien. Tu as répondu vraiment en 360 degrés à ma question. Donc, merci. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit au sujet de la zone de génie. Ça me fait penser à l'outil l'Ikigai pour trouver justement sa zone de génie. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, c'est hyper intéressant si on ne sait pas quelle est notre zone de génie.
Ok. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que tu es l'une des rares personnes que je connais, en tout cas moi, personnellement sur Instagram, à combiner les business Figital. Et moi, je kiffe ça, en fait. C'est ce que je fais avec mes élèves, c'est que vu qu'elles vendent des produits, on travaille sur vendre des produits physiques, mais sur du digital. Et d'allier potentiellement avec des services ou autres. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que tu es rentré direct dans ce marketing-là digital où tu vends en physique et en digital. Trop bien. Quand tu dis, pourquoi tu as écrit dans ta biographie multi-entrepreneur et pas serial entrepreneur? Parce que je vois souvent beaucoup de personnes mettre serial entrepreneur et du coup, j'avais cette question, est-ce que c'est pas lié avec le terme multipotentiel ou pas du tout? J'ai eu cette curiosité-là. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand tout le monde fait quelque chose, moi, je fais souvent l'inverse parce que faire comme tout le monde. Donc ça, c'est juste un truc qu'il faut savoir à propos de moi. Tout le monde part à gauche, je vais à droite. Voilà, c'est juste comme ça que je fonctionne. C'est pas forcément bien dans toutes les situations, mais bon, c'est comme ça. Serial entrepreneur, c'est stylé comme nom, mais comme c'est énormément utilisé, je t'avoue que je me suis même pas posé la question. C'est juste que je me suis dit bon, je suis entrepreneur et en plus, je fais 1 million de trucs, donc je m'appelle multi-entrepreneur. Et d'ailleurs, j'écris entrepreneur avec un E, alors que ce mot n'existe pas, parce qu'en fait, normalement, les femmes qui sont entrepreneurs aujourd'hui sur le web s'appellent les entrepreneuses, et c'est un mot que je ne supporte pas. C'est comme ça. Pourtant, je suis pas clairement féministe ou quoi. Hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est un mot que je trouve vraiment bizarre dans son contexte, et donc du coup, je m'appelle entrepreneur avec un E. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, donc plusieurs fois on m'a repris en me disant non mais tu sais ça n'existe pas. Bah, pourquoi je créerais pas mes propres mots? Je vois pas le problème, tu vois. Donc du coup, c'est un peu cette façon-là de fonctionner que j'ai. Ensuite, le multipotentiel. J'ai jamais fait des tests pour savoir si je l'étais. Bon, oui, je le suis peut-être, comme plein d'entrepreneurs, parce qu'on adore faire 1 million de trucs à la fois. Maintenant, j'aime pas trop me mettre dans des cases comme ça. Enfin, ouais, non, c'est pas trop mon truc. Ouais, non, j'aime pas avoir d'étiquette. Voilà, exactement. Ouais, je comprends totalement. Et ça me fait penser aussi, tu sais, à auteur. Maintenant, on dit autrice, alors qu'avant, de base, c'est auteur avec un E. Et on le voit de moins en moins. On voit maintenant auteur, autrice. Et je comprends pas aussi pourquoi, mais c'est une bonne réponse. Après, il y a des femmes qui en ont vraiment besoin. Enfin, même le féminisme se développe énormément. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense qu'il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses, comme dans tout. Voilà, s'il y a des gens pour qui c'est hyper important, ils peuvent lutter pour ça, c'est cool. Moi, je préfère inventer un mot, même s'il n'est pas dans le dictionnaire, et puis juste décider que c'est comme ça. Et je n'irai pas perdre de l'énergie à aller voir Larousse, tu vois, pour changer le mot. Mais c'est juste que c'est comme ça que j'ai décidé de m'appeler. Et puis, tant pis, ça embête des gens, quoi. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Ok, trop bien. Et là, maintenant que toi, t'as quand même, ça fait plusieurs années, ça fait combien de temps maintenant que tu entreprends exactement? Ça va faire 5 ans que j'ai commencé vraiment à me former, que j'ai commencé à faire de l'affiliation, du blogging, des choses comme ça. Oui, j'ai fait du blogging un peu aussi à un moment. Enfin, j'ai toujours mon site internet d'ailleurs. On va dire que ça fait 5 ans que je me suis mis en deep focus là-dessus, quoi. Vraiment, ouais, ça fait 5 ans. Mais après que je suis vraiment libre, ça doit faire 2 ans à peu près. Un peu plus de 2 ans, je pense. Qu'est-ce que tu définis de libre? C'est-à-dire libre? Faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, si je veux. Tu vois, que financièrement, ce soit pas une barrière. Après, je suis pas multimillionnaire et c'est pas du tout mon objectif de toute façon. Mais je veux dire, j'ai pas de barrière particulièrement. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Et c'est cool. Ouais, je me sens vraiment libre, aussi bien géographiquement, financièrement, ça c'est cool. Mais aussi le fait de me sentir heureuse au quotidien, pour moi, c'est aussi une façon de me sentir libre parce que j'étais pas comme ça avant, quoi. De pouvoir gérer la temporalité de ta vie comme tu l'entends, quoi. C'est beau. Oui, c'est une belle façon de le dire. C'est ça. Et est-ce que tu te souviendrais du coup de les premiers pas, mais vraiment les tout premiers pas que tu as fait quand tu es entré dans le monde entrepreneurial? C'est quoi les premières actions que tu as mis en place quand tu t'es dit c'est peut-être là qu'il y a la lumière? Alors, je vais te faire juste un petit check-up vite fait, un petit récap du contexte de quand est-ce que j'ai découvert ça. C'est qu'en fait, à la base, donc j'étais kiné, j'ai fait un burn-out au bout de 3 ans. En plus, j'ai eu un gros accident. Je me suis fait larguer la même année. Enfin, tu sais, une bonne petite année de merde, tu vois, un truc bien sympa. Et du coup, j'ai tout plaqué. Je suis partie dresser des chevaux aux US pendant 2 ans, juste pour vivre ma vie de rêve dans les ranchs et tout. Bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulée d'avoir un patron, donc je suis rentrée en France. Je voulais plus bosser dans les chevaux. J'ai repris le métier de kiné. Donc ça, c'était il y a 5 ans justement. Et je me suis dit, faut que je trouve une solution pour pouvoir monter à cheval toute la journée, mais pour avoir des thunes et pour pas avoir de patron. Faut que je trouve une solution. Et en fait, j'ai tapé comment devenir riche sur YouTube. Tu vois, vraiment en mode
Comment je fais? Parce que en soi, être riche, c'était pas mon objectif. Et aujourd'hui, c'est toujours pas mon objectif, en fait. Être riche, les millions et tout, c'est pas un truc qui me fait rêver. Moi, tant que je suis libre, après le reste, avec plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de milliards, de millions, etc. Et en fait, quand je suis rentrée, donc j'ai recommencé à bosser comme kiné et c'était un peu un retour en arrière, tu vois, en mode purée, j'ai tout plaqué pour partir dresser des chevaux et je reviens en fait parce que finalement ça me plaît plus ce milieu-là, en tout cas au niveau professionnel, j'ai plus envie de travailler là-dedans. Bon, je reviens en France et la douleur est intense. En plus, on m'a volé ma voiture, j'ai plus d'argent, j'ai pas une thune parce que pendant 2 ans, je gagnais peut-être 1 500 euros par mois, alors qu'en kiné, tu gagnes quand même plus, etc. Bref, enfin bon. Je vais même pas dire tous les détails, mais c'était vraiment une période bien, tu sais, grise, où tout est gris, tout est noir, etc. Et donc, j'ai tapé ça sur YouTube et je suis tombée sur des vidéos sur l'immobilier. Pour être plus précis, des vidéos de Christopher Van Gun, dont j'ai suivi la formation plus tard d'ailleurs. J'en parle sur mon compte YouTube d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à regarder des vidéos d'immobilier et de fil en aiguille, en fait, je suis tombée sur un nouveau monde, en fait. Tu vois, vraiment en mode, ah ouais, mais en fait, c'est quoi le développement personnel? Ah, c'est ça, ok. Et c'est quoi l'immobilier? C'est quoi le e-commerce? Ah ouais, c'est quoi les business en ligne? C'est quoi la liberté financière? C'est un truc, mais auquel j'avais jamais pensé. Moi, j'étais juste kiné, entraîneur de chevaux, c'est tout. Tu vois, enfin, je savais rien faire d'autre. Et vraiment, ça, c'est comme si je sais pas, comme s'il y avait, tu vois, une lumière qui vient du ciel et qui te dit c'est possible, quoi, on peut avoir une autre vie et tout ça, et tu peux faire des choses différentes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé en regardant des vidéos YouTube, alors pour être plus précis, en ponçant toutes les vidéos YouTube que j'ai trouvées sur le sujet. Et en plus, il y a 5 ans, il y en avait carrément moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mais tu claques des doigts, tu as tout ce que tu veux. Il y a 5 ans, c'était pas la même chose. Ils étaient très peu. Pour avoir des informations, il fallait aller fouiner et tout ça. Et j'ai commencé à me former comme ça. J'ai suivi pas mal de formations de développement personnel, ce qui m'a énormément aidé sur le mindset. Notamment Tony Robbins, etc. Je suis allée à ses séminaires et tout ça à Miami. D'ailleurs, j'y suis retournée là en le dernier qu'il a fait? Comment? Le dernier qu'il a fait? C'était le dernier qu'il a fait, il me semble. Là, il en a fait un donc en décembre à Miami sur une semaine qui s'appelle Date with Destiny, qui est son plus gros séminaire. Et j'y avais été du coup il y a 4 ans, je crois. Quelque chose comme ça, 4 ans ou 5 ans. Et donc, j'y suis retournée pour boucler la boucle parce que pendant le premier séminaire, j'étais tombée très malade parce que j'avais des grosses révélations et mon corps avait lâché. Donc, j'avais raté la moitié du séminaire. Donc là, je suis retournée. Bref, Tony Robbins. Mais là, ça va être sa dernière année où je pense, enfin, c'est ce qu'il annonce en tout cas partout parce qu'il commence à être âgé aujourd'hui. Il a plus trop de voix et tout ça. Ok. Les premiers pas que tu as fait, c'était déjà de trouver des gens qui avaient fait ce que toi, tu semblais inaccessible. En fait, peut-être c'était ça, hein, la recherche, où je vois quelqu'un qui parle de ce sujet-là et du coup, essayer d'absorber l'identité limite de la personne et tout ce qu'elle dit pour s'auto-convaincre qu'on peut le faire, alors que tout le monde à côté sont pas du tout dans le même mood. C'est hyper bien. Et comment tu as géré du coup, parce que je pense que c'est un moment de solitude un peu, tu vois, où tu es dans ta bulle. Comment tu gères ça, tu vois, avec le monde réel? Au début, je cherchais à convaincre tout le monde autour de moi, aussi bien ma famille que mes amis, etc. Après, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis rendu compte qu'en fait, alors il y en avait qui étaient hyper intéressés par ces trucs-là aussi, qui aujourd'hui sont entrepreneurs, d'ailleurs, qui ont des boîtes aussi, et pas que grâce à moi, mais qui étaient sur les mêmes vibes, en tout cas à ce moment-là. Donc, on échangeait beaucoup sur ces choses-là, sur les livres qu'on lisait, etc. Il y en a d'autres que je ne vois plus. J'ai perdu pas mal d'amis en cours de route. Je ne vais pas dire que c'est des vrais amis du coup, hein, mais bon, j'en ai perdu pas mal sur ces dernières années et c'est une bonne chose parce que du coup maintenant je suis avec un entourage qui est très différent, qui est beaucoup plus bienveillant, je sais pas si ça se dit ça, mais bon, plus bienveillant plutôt, qui est entrepreneur, qui est motivé, qui ne juge pas, etc. Et en fait, souvent on se rend pas compte dans quel écosystème on vit jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a d'autres personnes qui existent, qui sont bien différentes de l'entourage qu'on peut avoir. Alors évidemment, j'ai encore des amis, les mêmes amis que j'avais d'enfance, etc. Évidemment, j'en ai gardé et qui sont top et qui sont pas forcément entrepreneurs et c'est complètement ok. T'es pas obligé de virer tous les gens de ta vie qui ne sont pas entrepreneurs pour changer ton entourage, évidemment pas. Mais en fait, si tu veux, j'ai pris quand même assez cher de la part de pas mal de personnes qui aujourd'hui sont quand même encore mes potes, mais qui m'ont énormément critiqué. C'est allé jusqu'à des niveaux franchement pas cool, où tu es, comment dire, j'ai même pas le mot, je pense que mon cerveau refuse même le mot que j'essaie de dire, où on copie ce que tu fais, on parodie ce que tu fais sur les réseaux. Tu vois, des trucs vraiment pas cool. Je pense qu'eux, ils voyaient pas du tout ça méchamment, mais moi, ça m'a vraiment fait de la peine.
Donc voilà, des choses comme ça. Après, ça s'est arrêté. Ça a duré 1 an, 2 ans. Et quand ils ont vu que de toute façon, je continuais et que en fait, je gagnais de l'argent, je voyageais partout, je passais sur plein d'interviews, etc. Là, ça a commencé à se calmer. Et j'ai certaines personnes comme ça qui sont même venues me voir ensuite pour me demander des conseils. Et ça, ce qui est fou, c'est qu'on te le dit au début, on te dit oui, mais les gens qui te critiquent un jour, ils te demanderont des conseils. Tu te dis ouais, bon, ok, c'est une punchline un peu sympa et tout. Mais oui, ça m'est arrivé, quoi. Tu vois, ça m'est vraiment arrivé. Des gens qui me critiquaient, puis alors bien comme il faut, vraiment bien comme il faut. Donc oui, ça arrive. Après, je m'arrête pas là-dessus en mode ouais, de toute façon, allez-y, critiquez-moi, machin. Moi, je m'en fous et tout. Non, c'est juste oui, ça me fait chier. Bon si tu veux le faire, fais-le. Qu'est-ce que je te dise ? Je mets pas d'énergie là-dessus en fait, parce que des haters, t'en auras toujours dans ton entourage et parfois très proche, et dans les gens qui te suivent sur les réseaux, etc. Et que si tu veux pas être visible, à ce moment-là, deviens pas entrepreneur sur les réseaux comme je l'ai fait. T'es pas obligé d'être visible quand tu es entrepreneur. Moi, je l'ai fait parce que voilà, je suis sur la création de contenu, je suis coach, etc. Donc, je me montre. T'es pas du tout obligé de faire ça pour devenir entrepreneur. Tu peux totalement faire du e-commerce caché derrière ton ordinateur et parler à personne, c'est OK. Mais voilà, il y aura toujours des gens qui vont détester ce que tu fais, détester tes produits, détester la façon dont tu as décidé de vivre, parce que ça les ramène à leur propre peur et à leurs propres incompétences, à leur propre peur de vraiment passer à l'action. Ils osent pas, donc ils t'en prennent plein la tête parce qu'il y a de la jalousie. Des fois, c'est pas de la jalousie, c'est juste de l'incompréhension. C'est comme ça. Voilà. Mais je t'avoue que je me suis pas trop attardée là-dessus. Il y a des trucs qui m'ont fait très, 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 très mal de la part de proches, mais c'est comme ça et ça arrivera sûrement peut-être encore et puis c'est OK. Ouais, c'est les aléas de la vie. Mais du coup, quand ils reviennent pour te demander conseil, t'accueilles ça comment? Du coup, tu donnes des conseils ou bien tu ignores? Je suis quelqu'un en fait qui pardonne. Tu vois, un peu trop, probablement parfois, naïvement peut-être parfois, mais en fait, je préfère être quelqu'un qui fait confiance aux gens, quitte à être trahi, plutôt qui fait pas confiance pour pas être trahi. Tu vois, comme ça. Et même si j'en prends plein la gueule derrière, qu'on me fait des sales coups derrière, c'est arrivé 2-3 fois, et ça arrivera sûrement encore, c'est pas grave. Je préfère donner ma confiance et j'essaie toujours de comprendre pourquoi la personne a fait ça, comment j'aurais réagi à sa place. Ah oui, j'aurais peut-être fait la même chose parce qu'elle a telle peur, etc., qu'elle se sentait pas comme ça, qu'elle a été agressive parce que ci, parce que ça. Et en fait, je suis vraiment dans on appelle ça l'amour universel. Je suis dans l'amour universel. C'est pas toujours facile. Je dis pas que oui, je suis un moine bouddhiste ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais en fait, même si les gens m'en ont mis plein la tête, aujourd'hui, même s'ils reviennent en me demandant des conseils, ou même s'ils me critiquent, je les aime. En fait, je m'en fous. Tu vois, je les aide et j'aiderai toujours les personnes, même qui m'écrivent sur Instagram, qui m'ont jamais parlé de leur vie, qui vont m'écrire me demander des conseils. Si je peux, je vais les aider ou je vais les renvoyer vers des personnes qui peuvent les aider. Mais voilà, c'est tout. Je le fais comme ça et je me sens apaisée de vivre comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je continuerai de toute façon. D'accord. Là, ça s'entend. Moi, ça me parle la façon comment tu réagis, parce que ça, en fait, tu le fais instinctivement. Tu peux même pas gérer ça. En fait, le fait de pas être dans la rancune et pas être dans la haine, c'est que ça vient naturellement. Et puis après, ça t'apprend des choses. Et puis après, tu apprends aussi à réguler au niveau de ce que tu donnes et au niveau de ton empathie pour pas aussi te faire absorber. Mais après, ça, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître. Du coup, pour revenir à la question, OK, donc tu t'es formé, etc. Est-ce que tu te souviens des premières décisions que tu as prises qui t'ont mis dans le mood de là, je vais être entrepreneur, tu vois? Je sais pas, est-ce que tu as acheté quelque chose, tu as fait une action, tu vois, quelque chose qui t'a gravé dans ce moment-là d'entreprendre? Il y en a eu plein. Déjà, d'acheter des formations. Quand tu n'as pas de sous, même une formation qui vaut 500 balles, c'est beaucoup. 2000 balles, c'est beaucoup. Bon, alors, Tony Robbins, je t'en parle pas, les prix sont encore au-delà de ça, mais j'avais économisé pour y aller. Mais les premières fois que tu payes des formations, je me rappelle, j'avais acheté une formation en e-commerce, je crois, 1000 euros. 1000 euros, c'était énorme pour moi. Aujourd'hui, 1000 euros, je me dis, c'est facile. Mais à l'époque, et c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, là, 3-4 ans, je ne sais plus quand je l'avais acheté, waouh, c'était dur pour moi. Quand je prenais des coachs, etc., c'était toujours purée. J'espère que ce que je suis en train de poser là va me servir. Et en fait, absolument tout m'a servi. Même s'il y avait des formations qui étaient plus ou moins bien que les autres, même les formations qui étaient moins bien, elles m'ont quand même appris des trucs, tu vois, ou elles m'ont quand même appris à investir sur moi, en fait, sans être tout le temps dans le stress de ce que ça peut m'apporter ou pas m'apporter, etc. Je pense qu'un des trucs qui m'a où je me suis dit, ça y est, je suis entrepreneur, c'est un truc tout bête. Et en plus, je dis aux gens de ne pas faire ça. Donc, voilà, mais c'est marrant que ça m'ait fait cet effet-là. C'est quand j'ai sorti mon site Internet. Quand mon site Internet a été publié, j'avais l'impression que
tout le monde allait voir ce que je faisais, que c'était genre le monde entier et tout. Alors qu'en fait, je sais pas, il y a dû y avoir 10 visites ce jour-là, tu vois, sur le site, à tout péter. Ça doit être ma mère, mon père, mon frère. Tu vois, c'était vraiment un truc vraiment pas énorme. Mais ouais, je me rappelle que c'était ah, ça y est, je suis posée, quoi. Ça y est, je suis posée vraiment sur Internet, j'y suis. Ouais, après, il y a plein de petits steps, tu vois. Quand j'ai passé 10 000 abonnés sur Instagram, ça y est, j'étais en mode, ça y est, j'ai coché la case des 10 000, tu vois. Enfin, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et tu n'as pas du tout besoin de dizaines de milliers d'abonnés d'ailleurs pour gagner très bien ta vie. Mais bon, voilà, c'était des petites croyances, des petites choses comme ça qui n'ont pas forcément de sens, mais qui te font un truc quand même. Voilà. Okay. D'accord. D'ailleurs, tu as dit quelque chose sur la richesse, ça m'a parlé. Oui, en gros, ce que tu disais, c'est faut définir qu'est-ce que la richesse pour chacun, parce que pour toi, c'est pas forcément de gagner des millions d'euros, mais on prend pas le temps, vu qu'avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, on prend pas le temps de se dire, oh, mais c'est quoi pour moi être riche, tu vois. Qu'est-ce que je mets derrière ça? Et du coup, vu qu'on voit des gens nous définir qu'est-ce que c'est que la richesse, et ben, on croit qu'on veut ça. Mais en vrai, c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, ça crée des fois du mal-être. Et du coup, moi, je voulais que tu reviennes un petit peu là-dessus, sur comment tu définis la richesse et quoi pour toi être riche? Alors, tu as la richesse spirituelle, la richesse financière, la richesse, je sais pas moi, de relations, etc. Donc, tu as plein de types de richesses différentes. Évidemment, oui, l'amour est plus important que l'argent, etc. Enfin, voilà, on va pas partir sur ces débats-là. Mais si on parle de richesse, si on parle vraiment de la partie argent, aussi, parce que c'est, je pense, ça que les personnes qui sont en train de nous écouter veulent entendre. L'argent, je pense que tu es riche à partir du moment où tu es heureux quand tu te lèves le matin parce que financièrement, tu n'as pas de pression et que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Donc, moi, ce que je fais faire à mes élèves, c'est que je leur fais vraiment créer le budget de leur vie idéale. C'est-à-dire, OK, tu veux, je sais pas moi, vivre dans une villa au Japon, j'en sais rien, voilà, et tu veux une deuxième maison en Afrique, voilà, c'est pas du tout obligé, hein, mais je sors juste un exemple comme ça. OK, ta villa au Japon, combien ça va te coûter, combien ça va te coûter en assurance, combien ça va te coûter en prêt, combien ça va te coûter les avions pour faire les allers-retours, je sais pas, 5 fois par an parce que tu veux faire les allers-retours, combien ça va te coûter d'avoir une femme de ménage, enfin voilà, de faire vraiment le budget de ta vie idéale et tu vas tomber sur un chiffre et souvent les gens te sortent quand tu leur dis tu as besoin de combien pour vivre, ils vont te dire moi j'ai besoin de 50 000 euros pour être libre ou 100 000 euros par mois, etc. Mais en fait il n'y a pas un réel budget derrière et en fait en partant sur des chiffres qui sont vraiment précis, tu vois, vraiment, vraiment précis, et tu sais qu'en fait, souvent, tu as besoin de bien moins que 50 000 euros pour vivre et être riche, entre guillemets. Après, je pense qu'il y a quand même une différence entre être libre et être riche. Moi, je me considère pas riche. Par contre, je me considère libre, tu vois. Et parce que pour moi, riche, c'est quand tu fais 3-4 millions d'euros récurrents tous les ans. Ça, pour moi, c'est de la richesse. Je parle pas même pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices, c'est-à-dire vraiment dans ta poche, tu vois. Ça, pour moi, c'est de la richesse. Et surtout quand tu as un patrimoine en bourse, mais surtout immobilier, un patrimoine immobilier qui est gros. Voilà, pour moi, c'est ça de la vraie richesse. C'est pas quand tu as juste 1 million ou 2 millions ou 3 millions sur un compte bancaire. Si tu as ça, d'ailleurs, c'est que tu n'as rien compris à l'argent parce qu'il faut surtout pas faire ça, tu vois. Mais bref. Par contre, la liberté, pour moi, c'est plus important même que la richesse, tu vois. C'est vraiment justement pouvoir cocher toutes les cases de ce budget et encore avoir une marge au-delà de ça, etc. Et puis pouvoir faire plein de projets comme tu veux. Pour moi, la liberté, c'est encore plus important. Donc, en fait, je me suis jamais dit, je veux être riche, même si c'est ce que j'ai tapé la première fois sur YouTube, tu vois, comment être riche. Parce qu'en fait, je pensais que c'est ce qu'il me fallait, mais c'est pas ce qu'il me fallait. Il fallait que je trouve un moyen d'être libre, tu vois. Donc, la richesse, après, honnêtement, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont la mettre à 1 million par mois, 1 million par an. Peut-être qu'il y en a qui se sentiront riches avec 5 000 euros par mois. Et voilà, enfin, ça dépendra complètement. Mais pour moi, c'est quand tu as un énorme parc immobilier et que tu génères des millions de bénéfices par an. Pour moi, c'est ça la richesse, de manière plus ou moins passive, parce que le vrai passif, pour moi, ça n'existe pas. De manière plus ou moins passive, c'est que tu n'es pas obligé d'échanger ton temps contre de l'argent, quoi. Voilà. Pour moi, la richesse, c'est ça. Après, la richesse financière, je parle, parce qu'après, tu as la richesse, encore une fois, toutes les autres richesses. Bon, je pense que là, on ne va pas s'étaler sur tout ça, quoi.
Ok. Ouais, ce que je retiens, c'est que c'est important de détailler. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on veut juste, je sais pas, par exemple, 10 000 euros ou ci ou ça, mais si on détaille pas, c'est compliqué de voir que c'est ce dont on a besoin et d'y aller. Enfin, moi, je sais que j'avais fait cet exemple-là. Je me disais, si je fais 100 000 euros par an, est-ce que c'est réalisable? Et direct, je me disais, non, c'est impossible, 100 000 euros par an, etc. Et donc, quand tu commences à décortiquer, ça fait combien de dates? Et tu te dis, là, c'est moins gros et c'est plus réalisable. Et quand tu arrives à quantifier combien de clients, etc. Et en fait, tu te dis, ah oui, mais c'est grave réalisable. Et donc, c'est un super bon conseil, ça, qu'on oublie de faire des fois. Et ça, je vais le faire pour budgétiser ma life, parce que ça, je l'ai jamais fait. Ah, c'est important, ouais. Ouais, non, vraiment. Moi, j'avais une question parce que c'est vrai que je vois sur Insta par rapport au fait que tu as ce projet de ranch et j'ai même vu que tu rêverais de faire un ranch avec en maison de retraite, etc. J'ai dit mais ça serait trop un dream, mais ça serait tellement magnifique d'associer les deux, l'émotionnel. Enfin, c'est trop magnifique. Moi, je me dis, c'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Ça a toujours été enfin, t'as toujours pensé aux chevaux ou pas du tout? Ouais, alors juste pour info, la maison de retraite avec le refuge pour les chevaux maltraités sera pas sur le ranch. Le ranch, il va y avoir plein de business dessus, ça sera un autre projet à côté. Juste pour info, parce que tout le monde confond tout, même ma mère, donc c'est pas grave. C'est bien dissocié, mais tu fais bien de préciser. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ça, c'est vraiment un projet humanitaire que j'ai là sur les 5 ans, à partir de dans 5 ans. Bref. Okay. Excuse-moi, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? J'ai zappé. C'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Est-ce que c'était toujours associé aux chevaux? Mon rêve depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours voulu être au milieu des chevaux. Après, en fait, si tu veux, mon rêve s'est transformé en objectif concret il y a 5 ans parce que je me suis mis en mode machine, je vais y arriver. Mais jusque-là, c'était je rêverais trop d'avoir un ranch. Ça, c'est vrai que je l'ai depuis que je suis petite, pas forcément concrètement, mais genre, j'arrive dans un ranch, c'est je rêverais d'habiter là, quoi. Tu vois, c'était plutôt comme ça. C'était pas, il y avait pas une date, tu vois, il y avait pas c'était pas un objectif justement, c'était plutôt un rêve comme ça, comme on rêve de sauter en parachute, comme on rêve de partir faire le tour du monde, tu vois, c'était des trucs qui n'étaient pas forcément concrets et datés. Et en fait, j'ai commencé à dire dada avant de dire maman. C'est vrai, c'est une histoire vraie, alors qu'il n'y avait pas de chevaux chez moi, que mes parents ne sont pas cavaliers. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a un truc. Mon arrière-grand-père était gaucho en Argentine, en Amérique du Sud, il dressait des chevaux là-bas. Donc, je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être qu'il y a un truc dans les gènes, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours, je ne sais pas vivre sans les chevaux. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a le ranch. Enfin, c'est vital en fait. C'est comme quand tu as besoin de brosser les dents, tu vois. Tu as besoin d'un robinet chez toi. Je sais pas. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des chevaux chez moi. C'est hyper important. Ok, d'accord. Ouais, j'étais pas sûre de ça. Je me suis dit, c'est une question, il faut que je lui pose. C'était lié à depuis qu'elle est enfant ou ça lui a popé comme ça, vu que c'était pas ta carrière initiale, tu as commencé kiné, etc. Ça aurait pu ne jamais être dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, je trouve ça fort. C'est vrai, que tu le dises comme ça, c'est puissant, tu vois. Ça aurait pu ne jamais arriver. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. De l'extérieur, on le voit différemment que de toi de l'intérieur. Et du coup, est-ce que je suis curieuse de savoir comment tu gères hebdomadairement tes business. Est-ce que tu te dis, par exemple, le lundi et le mardi, je m'occupe de ce business-là et pas l'autre? Comment tu gères ça de façon hebdomadaire, si tu peux nous dire? Alors, mon équipe, comment dire, mon équipe, eux, ils gèrent bien. Enfin, ils gèrent bien. Moi, je gère en freestyle organisé. J'appelle ça du freestyle organisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que j'essaye de me mettre vraiment des contraintes, c'est-à-dire, OK, de telle heure ou tel jour à tel jour, je fais ça, tel jour à tel jour, je fais ça, etc., j'arrive pas à travailler. En fait, je suis pas, tu vois, tous les gens qui sont dans leur zone de génie dans un domaine, qui peut être artistique, qui peut être la création de contenu, peu importe, ils ont besoin de flow, d'être dans le flow. Et en fait, tu sais, c'est comme l'écriture pour un écrivain, pour un rappeur, il a besoin d'être dans le flow pour sortir des trucs puissants et être connecté, tu vois, être vraiment aligné avec son énergie vitale, j'appelle ça. Et en fait, je ne peux pas me connecter dans le flow si, en tout cas pour les tâches vraiment qui sont de la création de contenu, etc. J'appelle même pas ça des tâches parce que pour le coup, j'adore ça. Mais je peux pas être dans le flow si j'ai un agenda trop organisé. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je le marque sur ma journée, mais je mets pas où. Tu vois, c'est-à-dire que je sais qu'il faut que je le fasse aujourd'hui, mais c'est quand j'ai envie. Et si je le fais pas, c'est pas grave, je le ferai demain, en fait. Et c'est aussi la liberté de pouvoir le faire, parce que quand j'ai démarré, par contre, là, j'étais pas dans le flow. Hein. J'étais en mode, de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais 3 heures de libre dans ma journée. Il fallait qu'il y ait tout qui passe, les formations, les investissements, les business, tout. Donc, dans tous les cas, voilà, quand j'étais encore kiné, je faisais comme ça. Mais
Mais là, ce que je fais, c'est que vraiment, je me laisse des périodes, tu vois, des blocs où je sais que là-dedans, je peux être dans le flow et ça va être de la création de réel, de l'écriture, des idées que je peux avoir pour plus tard, etc. Et les seules choses que je planifie vraiment, évidemment, c'est les coachings avec mes élèves où, voilà, je vais caler des horaires de coaching. En général, c'est le mardi après-midi, mercredi après-midi où je vais caler des blocs où il y a tous mes coachings les uns à la suite des autres. Tu vois, d'ailleurs, on est mardi et on est mardi, oui, je crois aujourd'hui. Je sais même plus quel jour on est parce que je viens de rentrer des US, mais je crois qu'on est mardi, ouais. Où on est mardi, là, toute cette après-midi, je vais faire des coachings. Demain, ça va être pareil, tu vois. Donc voilà, c'est les seuls trucs que je planifie, mais c'est tout, en fait. Je le fais vraiment au flow. Après, ça dépend de votre personnalité, en fait, quand vous le faites. Soit vous avez besoin de mettre des horaires pour avancer dessus, soit vous le faites pas. En fait, ça dépend complètement de vous. Mais j'ai des périodes où je mets des horaires et puis j'ai des périodes où ça me saoule. En ce moment, je suis en mode non, ça me saoule. Donc là, peut-être pendant 6 mois, je vais bosser sans horaire fixe. Et puis ensuite, je vais sentir que je commence à procrastiner sur des trucs. Hop, je vais me remettre des horaires, puis revenir. En fait, c'est la manière dont tu t'organises. Je trouve qu'elle n'est pas figée. Elle évolue constamment et il faut évoluer. Et puis, il y a plein de tâches que je dois faire un jour, que je reporte. Bon, au bout de 2-3 fois, quand tu les réécris, c'est pour ça que j'ai créé les agendas de productivité. Quand tu les réécris comme ça, t'en as marre, tu les fais. Mais voilà, je fonctionne comme ça et je fonctionne toujours avec le 80-20 que tu dois connaître, la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'en fait, 20% de tes actions vont amener 80% des résultats. Et donc, en fait, je vais me focaliser sur ces 20% d'actions-là. Et les 80 qui restent, je les fais si j'ai le temps, si je peux, ou je les délègue. Et souvent, il y a des trucs que je ne ferai jamais, en fait. Et je pense que la réussite d'un entrepreneur, elle n'est pas dans toutes les tâches qu'il arrive à faire, elle est dans toutes les tâches qu'il arrive à supprimer, en fait. Tu vois, à ne pas faire. En fait. Et c'est et souvent on a ce truc de oui, mais il faut que je fasse toute la liste pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un qui a bien fait le truc jusqu'au bout, pour avoir mon 20 sur 20 là. Mais en fait, pas du tout. Moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit de mieux vaut fait que parfait. Donc, je vais vraiment focaliser sur les trucs qui sont importants, qui ramènent le plus de chiffre d'affaires ou qui me dégagent le plus de temps, par exemple, ensuite, tu vois, parce que je crée un truc qui va me dégager du temps après. Je vais me focaliser sur ça et tout le reste, encore une fois, voilà, c'est délégué ou alors c'est reporté, mais dans longtemps, ou alors, en fait, je ne le fais pas. Juste, je décide que je ne réponds pas. Par exemple, quelqu'un qui m'envoie une demande de partenariat, etc., voilà, c'est un truc où le mec, ça fait 3 fois qu'il me relance que je lui dis non. Au bout de la 3e fois, je vais même plus répondre. Enfin voilà, ça va être des choses comme ça alors que moi, je réponds toujours à tout le monde. Tu vois, je réponds vraiment à tout le monde, même tous les mails, et j'en reçois énormément pour vraiment dire oui ou non à chaque fois en fonction des opportunités et tout ça. Et je me demande toujours en fait, cette action que je vais faire, est-ce qu'elle me rapproche ou est-ce qu'elle m'éloigne de mon objectif? Mon objectif, c'est quoi? C'est mon ranch, c'est être dans ma zone de génie et c'est kiffer. Voilà. Si ça coche pas ces cases-là, est-ce que j'ai une réelle raison de le faire, en fait, ce truc? Pas forcément. Et du coup, souvent, je ne fais pas. Et du coup, franchement, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu aurais un conseil sur comment on pourrait définir quels sont les 20% d'actions qui apportent les 80% de résultats? Ouais, tu as simplement à faire la liste en fait de toutes les actions que tu fais depuis les 3 derniers mois. Oui, ça va prendre du temps, mais après, si tu as envie de réussir, il faut aussi se sortir les doigts et le faire à un moment. Excuse-moi, mais bon, voilà, faut le faire. C'est pour les internautes qui nous écoutent. C'est très délicat de ma part, comme d'habitude. Et du coup, c'est de faire la liste en fait de toutes les actions que tu fais. Ça peut être faire les courses, faire le ménage, mais ça peut être aussi, je sais pas, checker ma communauté Instagram, créer un nouveau produit, enfin voilà, mes coachings, et vraiment faire la liste de tout ça. Ensuite, marquer le temps que ça te prend par semaine. Tu vois vraiment tous ces trucs-là, combien de temps ça te prend en moyenne par semaine et quels résultats ça t'apporte financièrement. Parce que, par exemple, aujourd'hui, l'académie, c'est un des business sur lequel je travaille le moins. Et pourtant, c'est un de celui qui me rapporte le plus, tu vois. Alors que je travaille 10 fois plus en ce moment. Bon, après, c'est des périodes, mais en ce moment, par exemple, sur l'immobilier, parce que je suis en train de faire refaire tous les travaux dans un des apparts, puis j'ai un dégât des eaux dans un autre appart, dans un autre immeuble. Bref, donc tu vois, ça me prend vachement plus de charge mentale et d'énergie et de temps, alors que ça me rapporte carrément moins que l'académie, tu vois, par exemple. Donc, il faut juste te faire ta liste et juste te faire des petites flèches comme ça. OK, ça me prend combien de temps? Le ménage, par exemple, ça me prend 4 heures dans la semaine. OK, combien ça m'a rapporté? 0, en fait. Ça t'a rapporté 0. Bon, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre une femme de ménage? Ça, c'est le premier truc qu'il faut faire, les gars, quand vous voulez déléguer. C'est une femme de ménage, sauf si vous adorez le ménage, ce qui peut être une possibilité. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, c'est urticant. Je ne peux pas. J'ai horreur de ça. Donc, j'ai une femme de ménage. Et en fait, ça m'enlève la charge mentale de faire le ménage. Ça me fait gagner 1 ou 2 heures par semaine voilà, et que je peux utiliser dans autre chose, dans d'autres énergies, etc. Donc, en fait, il faut simplement faire cette liste-là.
mettre le temps que ça te prend à chaque fois et te demander combien ça te rapporte. Et en fait, tu vas voir qu'il y a des actions que, par exemple, je sais pas moi, faire un post sur Instagram en disant voilà, j'ouvre 3 places pour mon accompagnement, et bien peut-être que juste le petit post qui va te prendre 5 minutes à créer, allez, 20 minutes à tout péter, 20 minutes à créer, peut-être que c'est ça qui va te rapporter 80% de tes clients. Avec un post qui t'a pris, alors que toi, tu te prends la tête sur OK, mon branding, il faut qu'il soit comme ça. OK, mon site internet, il faut que le petit bouton en bas à droite, il clique mieux parce que là, il n'est pas de la bonne couleur. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui fait vendre. Tu vois, donc en fait, vraiment, je pense que ça doit te parler parce que toi, je pense que tu es assez carré sur ces trucs et c'est pour ça que tu es super doué dans ce que tu fais d'ailleurs. C'est que tu dois avoir pas mal de perfectionnisme aussi dans ton business. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins du détail, etc. Mais c'est parce que c'est ta zone de génie, tu vois, de fonctionner là-dedans. Mais du coup, c'est vrai que ça doit te prendre du temps sur des tout petits détails qui, en fait, ne sont pas forcément importants, mais qui sont importants pour toi. T'as bien deviné. deviné. Non, c'est ça. Et surtout dans ma vie, c'est que j'aime perfectionner, optimiser, et je préfère plutôt faire ça que de créer. Créer, pour moi, ça me paraît trop facile et j'ai envie de vite être comment je peux faire mieux. Et des fois, c'est pas très bon. Mais, alors que souvent, c'est la création qui te rapporte de l'argent et c'est pas le perfectionnement. Non, mais clairement. Et du coup, comment toi, tu te dis cette tâche-là, je dois la déléguer? Est-ce que tu dis c'est si je la fais plus de 10 fois et que comment tu t'organises pour déléguer des tâches? Et qu'est-ce que tu as commencé à déléguer dans tes entreprises? Ça, c'est ce que je te disais au tout début, c'est par rapport à la zone de génie. Tout ce qui n'est pas dans ma zone de génie, je me débrouille pour le déléguer. En fait, tout ce qui n'est pas dans ma zone de génie, ce qui n'est pas de la création de contenu ou du coaching, je me débrouille pour le déléguer. Après, il y a d'autres trucs. Tu sais quoi, je vais prendre mon agenda, je vais te dire comment je fais parce que on va regarder un petit peu les trucs, par exemple, que j'ai à faire aujourd'hui. Alors, par exemple, une interview. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis en interview avec toi. Ça, je peux pas le déléguer. Donc, forcément, même si c'est pas forcément ma zone de génie de faire des interviews, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être bien meilleurs que moi ou je suis bien meilleure dans autre chose que de faire des interviews, ça, je peux pas le déléguer. Donc, je vais quand même le faire. Par contre, par exemple, là, tu vois, j'ai des trucs en compta à faire. Aujourd'hui, je l'ai écrit sur mon agenda, mais c'est un truc que je vais déléguer à mon assistante parce qu'en fait, ça sert à rien que ce soit moi qui le fasse. Et souvent, ça me revient, en fait, tous les 2-3 mois à peu près, je vais reprendre tout mon agenda. Quand je vais sentir que j'ai trop de trucs, qu'il y a vraiment trop de choses, en fait, moi, je le sens pas au nombre d'heures que je travaille, mais à la charge mentale. Parce que je peux bosser 14 heures sans charge mentale, sans problème. Et des fois, je bosse 2 heures, j'en peux plus. Donc, quand je sens que il commence à y avoir une friction, tu vois, en moi, en mode, je commence à me mettre en colère un peu là, ça monte, hein, ça me gave et tout ça, je sais que c'est un truc qu'il faut que je délègue. Voilà. Donc, ça, c'est un de mes signes. Tu vois, tu fonctionnes à l'instinct où tu sens que ce truc qui t'énerve, t'avances pas dessus, ça te gave, bon bah tu sais que t'es pas dans ta zone de génie. Voilà, juste en faisant ça en fait, juste en le sachant comme ça. Bon là, faut être vraiment à l'écoute de son corps. Par exemple, là il faut que j'envoie un mail avec des questions, bref sur un truc. Et bah plutôt, là tu vois, je me suis écrit ça. Bah plutôt que de le faire, je vais faire un vocal à mon assistante qui va en fait avec ça va me prendre 2 minutes de le faire. Elle le mail, ça va lui prendre 10 minutes. Et après, elle me l'envoie, j'ai juste à copier-coller. Tu vois, ça va être des petits trucs comme ça. Je sais pas si ça répond à tes questions, mais grave, ok. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de flow, donc ça veut dire forcément, il y a des moments où, à mon avis, il y a comme tout le monde, on rencontre tous des moments de down. Est-ce que toi, quand tu as des moments où ça y est, tu sens que ça y est, ton énergie, tu as besoin de te ressourcer, comment tu gères ces moments de down? Parce que tu peux pas, tu as des investisseurs ou, je sais pas, tu gères des choses. Tu peux pas dire bye bye tout le monde, salut, je m'exile. Ah si. Comment tu dis? Ah ouais? Ah ouais. Alors là, rien à foutre. C'est vrai? Je suis curieuse de savoir. Après, c'est parce que j'ai créé mes business de façon à être libre, quoi qu'il arrive, en fait. Tu vois, même le resto, par exemple, dans lequel j'ai investi, c'est pas moi qui gère. C'est-à-dire que les décisions, c'est pas moi qui les prends. En fait, toutes les décisions que j'ai à prendre, elles ne concernent que ma zone de génie. Aujourd'hui, les décisions qu'il faut prendre dans plein de trucs, même l'organisation de mes événements et tout ça, c'est même pas moi qui les prends, en fait, ces décisions-là. Donc ça, c'est complètement délégué. En fait, des moments de down, bah oui, j'en ai. Et puis, j'en ai plein. Enfin, en fait, comme tous les humains, tu vois, j'ai des moments, je me lève, j'ai le seum, tu vois, je sais pas, je suis pas de bonne humeur, je suis pas bien, etc. Bon, bah, dans ces jours-là, je sais qu'il faut pas que je force. Donc, avant, je luttais. Tu vois, je forçais, jusqu'à frôler limite le burn-out à une époque où je me suis dit, non, mais attends, tu vas pas faire un deuxième burn-out juste parce que t'es pas capable de t'arrêter, quoi. Enfin, il y a un moment, stop. Parce que je me disais, si je ralentis, je suis faible. Si je suis faible, ça veut dire que je suis pas capable d'être entrepreneur, etc. Alors que les entrepreneurs que je connais qui réussissent le mieux, qui sont le plus heureux, qui ont le plus d'argent et qui kiffent, qui ont vraiment tous ces piliers-là en même temps, parce que tu peux avoir plein d'argent et pas kiffer aussi, c'est une possibilité, c'est que des gens qui savent dire non ou qui savent dire stop. Tu vois, qui savent vraiment dire stop. Donc, en fait, quand je me sens pas bien, même mes coachings, des fois, j'annule, en fait.
Parce que je vais pas leur donner mon max, donc ça sert à rien. Et mes élèves, ils comprennent totalement. Enfin, il y a pas, j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est plaint ou bon, après, ça m'arrive pas souvent d'annuler non plus, tu vois. Mais si par exemple, je sais qu'il y a un jour de la semaine où je vais être moins dans le mood parce que je sais que juste avant, j'aurais pas dormi parce que j'ai un avion, un truc comme ça, bah, je vais les déplacer. Je vais déplacer des calls et tout ça. Même l'interview, la dernière fois, tu vois, on l'a déplacé. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais voilà, enfin, on va le faire comme ça. Et en fait, moi, quand ça va pas, même mon équipe, en fait, ils le savent. Je leur ai bien dit à chaque fois, c'est pas que je vous laisse tomber, c'est juste que là, si je me repose pas, ciao, bye bye, quoi. Ça va être compliqué au bout d'un moment. Donc, moi, quand je sens que ça va vraiment pas, je me laisse en général une journée où j'arrête tout. Genre, je ne fais plus rien. Je reporte tout. Avant, je culpabilisais de tout reporter, tu vois, sur machin. Non, là, je m'en fous. J'arrête tout. Après, c'est parce que j'ai la possibilité financière de le faire aussi. Sinon, à l'époque, je forçais parce que j'avais pas autant d'argent et pas autant de liberté qu'aujourd'hui. Et en fait, j'arrête tout. Et alors, moi, ma technique, c'est m'enrouler sous la couette avec Harry Potter, tu vois. Et je suis très, très fan d'Harry Potter pour ceux qui ont peut-être vu ma tasse. J'adore ça. Bon, bref, j'ai tous mes carnets Harry Potter autour. Bref, c'est un enfer pour mon compagnon, mais c'est pas grave. Du coup, je m'enroule vraiment sous la couette avec Harry Potter. Je mange tout ce que je veux pendant une journée, vraiment des cookies, je fais n'importe quoi. Mais en fait, ça me calme, ça m'apaise. Alors, faut pas faire ça tous les jours, évidemment, mais ça me pose parce qu'en fait, je pose le cerveau sans culpabilité. Moi, ce qui faisait que j'arrivais jamais à me reposer avant, c'est que je culpabilisais de m'arrêter parce que j'avais l'impression qu'il faut travailler dur pour y arriver. Alors qu'en fait, il faut pas travailler dur, il faut savoir travailler intelligemment, on nous le dit. Mais intelligemment, c'est quoi? C'est bosser quand tu es dans le flow, quand tu as d'énergie et te reposer vraiment ou faire un truc qui est complètement hors sujet avec l'entrepreneuriat quand tu es fatigué. Et c'est pour ça, par exemple, que là, tu vois, je viens de partir 1 mois aux États-Unis. J'ai ouvert mon ordi. Je crois que j'ai ouvert mon ordi une fois parce qu'il y avait un mail que personne d'autre pouvait gérer que moi. Bref, pour un dégât des eaux. Bref, voilà. Du coup, c'est la seule raison pour laquelle j'ai ouvert mon ordi une fois. Mais j'ai pas touché à mon ordi pendant 1 mois. Et là, je reviens. J'ai une énergie, mais de ouf, en fait. Parce que j'ai envie de travailler. Là, mon cerveau, il avait besoin. Au bout de 3 semaines, déjà, il commençait à dire je sentais que j'avais besoin de travailler. Tu vois, j'avais envie. J'aime ça. Et ça m'arriverait pas si, par contre, si je bossais tout le temps, toute l'année beaucoup, je pense que je m'écœurerais de ce que je fais parce que c'est trop dur. C'est trop dur. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de décisions à prendre, etc. Donc, quand il faut rien faire, juste, je ne fais rien. Et j'accepte de ne rien faire. Je ne culpabilise pas parce que la culpabilité, c'est juste une perte de temps, en fait. C'est juste perdre mon temps. Donc, voilà. Ok, bah merci en tout cas pour ces petits conseils-là. Ça va aider plus d'un pour gérer les moments de down. J'ai une petite dernière question au niveau plus business. Parce que c'est vrai que j'ai jamais vu, après peut-être c'est le moment, j'ai jamais vu encore de publications, comment on appelle ça, sponsorisées, enfin les publicités au niveau de ça. Du coup, moi j'avais une question, est-ce que tu es 100% en organique avec ton programme? Et depuis combien de temps? Parce que tu m'as dit que ça fait plusieurs années maintenant que tu as créé le programme. Donc, c'est que de l'organique, du coup. Ouais, je fais pas de publicité parce que j'aime pas le principe de la publicité. J'aime pas qu'on me spamme, tu vois, ça me gave. Même là, tu vois, il y a pas longtemps, je me suis mis même sur YouTube Premium juste pour pas avoir les pubs, en fait, parce que je supporte pas ça. Ça me gave. Donc, en fait, j'ai pas envie de créer ça chez des gens, en fait. J'ai pas envie de créer ça parce que je me dis, non, mais si je les gave, à quel moment ils vont m'acheter, en fait? Il y en a peut-être 1 sur 40 qui va avoir envie de venir et j'ai pas envie d'attirer les gens comme ça. J'ai envie que les gens viennent parce qu'en fait, ils me découvrent par des podcasts, par du bouche à oreille, par d'autres élèves qui kiffent l'académie, etc. J'ai envie que ça vienne comme ça. Je suis pas dans le besoin de quantité, j'en ai pas besoin. Moi, je veux vraiment faire de la qualité. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre que 30 à 40 élèves par mois, et pas par mois, pardon, par lancement de l'académie, par ouverture, et j'en prends en général 60 parce que en fait, j'ai tellement de demandes que je dis bon, ok, j'en prends jusqu'à 60, mais je bloque et je sélectionne les personnes une par une avec mon équipe. On prend tout le monde au téléphone alors qu'on a plus de 150 appels, tu vois. Juste parce qu'en fait, je veux pas prendre plus. Donc en fait, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de publicité et j'en veux pas. Et c'est aussi le fait que j'en veuille pas et que je veux donner que de la qualité tout le temps qui doit fonctionner, j'imagine, tu vois. Après, on ne sait jamais vraiment d'où ça vient, même si on a des idées, mais je fais pas de pub et je fais pas de sponsorisé, etc. Surtout quand tu as tout ton business qui repose aussi sur la pub, je l'ai vu chez des potes entrepreneurs, c'est que tous les ans, tu as un gros down de la pub Facebook avec les prix qui augmentent énormément, enfin les coûts, ça devient un enfer. Et tous ceux qui ont tout leur business qui repose sur la pub Facebook, enfin la pub Google, c'est pareil, hein, ça repose en fait sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et moi, j'aime pas mettre la responsabilité de mon business sur quelqu'un d'autre que moi, tu vois, sur si j'y arrive ou si j'y arrive pas. J'ai pas envie de dire mais c'est à cause de la pub, c'est hors de question, quoi. Voilà. Et c'est pareil avec le marché.
Souvent, on te dit oui, mais là, le marché, tu comprends, il y a la guerre en Ukraine, ou il y a le Covid, etc. Moi, je me pose même pas la question, en fait. Le marché, je le crée. Je le crée à ma façon, tu vois. Alors, c'est complètement sans humilité, ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est simplement pour dire que je trouve qu'il faut arrêter de... parce que ça ne te concerne pas toi, hein, mais je le vois souvent sur les réseaux, de se victimiser par rapport à l'état du marché ou au fait que ma pub, elle marche pas bien, etc. Non, c'est parce que tu donnes pas assez de valeur déjà gratuitement. On commence par là, quoi. Voilà. Clairement, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai une petite crainte parce que je vois beaucoup aujourd'hui de contenu que ça se voit que c'est plus un être humain qui l'a fait. Tu vois, ça a été bien rédigé par des IA ou autres. Et du coup, je me demande en organique la valeur que ça va avoir au fur et à mesure du temps, la création de contenu. Après, je pense que ça dépend des niches ou des marchés. Mais je vois beaucoup tu vois, de coachs qui, ça se voit que c'est pas eux qui ont rédigé, parce qu'avant ils créaient pas du contenu comme ça. Donc, est-ce que ça les a pas défavorisés finalement d'utiliser ChatGPT? C'est clair, oui, l'IA, ChatGPT et tout ça, moi, c'est pas des trucs qui m'inspirent et qui m'attirent particulièrement. Après, tu as deux solutions, soit tu en as peur, soit tu t'en sers, tu vois. Donc, c'est à toi de voir aussi. Maintenant, tu l'as dit, je vois qu'ils l'utilisent et du coup, je vois que c'est pas eux. Donc, en fait, tu leur achèteras pas. Tu vois, donc c'est OK. Moi, je t'avoue que je m'inquiète pas trop pour ces trucs-là parce que oui, ça peut t'aider à créer du contenu, donc ça c'est cool. Enfin, c'est un point positif. Après, ça remplacera pas toi dans une story qui parle à une caméra, en fait. Donc, tu vois, moi, en tout cas, ça m'inquiète pas. Après, peut-être que je me trompe complètement. C'est possible, c'est complètement possible. Maintenant, oui, c'est un outil parmi tant d'autres qui permet juste d'aller plus vite sur de la création, par exemple, de scripts vidéo ou de la recherche ou des choses comme ça. Mais c'est pas ce qui va remplacer ma personnalité. Donc, je t'avoue que ça m'inquiète pas particulièrement. Je mets pas d'énergie dans les trucs qui me stressent. T'as bien raison. Ouais. Après, ça dépend comment on l'utilise. Moi, je vois pas d'intérêt à l'utiliser pour la création de contenu, pour avoir testé un peu ChatGPT. Ça m'a pas intéressé plus que ça, mais c'était plus sur le côté stratégique. Je trouvais que c'était intéressant, mais je me suis dit que c'est biaisé parce que ça dépend de toi, ce que tu écris, donc de ta créativité et de comment tu es capable de penser aussi les problèmes, etc., et de poser les bonnes questions pour avoir des réponses. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas avoir à craindre de ce type d'outils. De toute façon, tout ce qui a été inventé par l'homme, je pense que non, mais c'est pas à craindre. Je pense que c'est au contraire un truc que tu peux utiliser si tu en as envie. Moi, je ne l'utilise pas parce que j'aime pas ça, mais je pense que c'est un outil que tu peux utiliser pour te remettre en question, pour avancer aussi. C'est cool. Maintenant, ça remplace pas un être humain. Ça n'a pas de cœur, ça n'a pas l'énergie. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose dont il faut se méfier. Je me trompe peut-être, hein. Je me trompe peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Ouais, seul l'avenir nous le dira. Trop cool. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette interview. J'ai des petites questions à te poser, des questions de fin. Est-ce que tu peux nous partager un livre qui a changé ta vie et que tu recommandes? Je sais que c'est une question compliquée, mais... Il y en a eu tellement, ça dépend à quel moment de votre vie entrepreneuriale vous les lisez. Au début. Au début, je pense que c'est sur ce qui concerne la relation à l'argent qui est importante, la relation au succès, à l'argent, à la réussite, tout ça, qui souvent est... Voilà, on se dit non, mais tu comprends, j'ai une mauvaise relation à l'argent, donc je ne peux pas réussir. Bon, bref, il y a beaucoup de bullshit là-dessus, je ne vais pas partir là-dessus, sinon j'en ai pour 3 heures. Mais un bouquin qui est pas mal, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est pas pour devenir millionnaire, on s'en fout, encore une fois. C'est simplement pour switcher un peu son mental sur la vision de l'argent. Moi, je sais que ce bouquin m'a énormément aidé parce que pour le coup, j'étais bloquée sur des trucs vu que ma famille, c'était pas une famille très hyper aisée, etc. Enfin, on n'avait pas d'argent dans la famille. Il y avait plein de communistes dans mes grands-parents et tout. Donc, tu sais, l'argent, c'est le mal, c'est le fléau. Donc, ça a été hyper difficile pour moi de me dire, OK, je vais gagner l'argent, je vais en gagner beaucoup et j'ai le droit et c'est OK. Et je suis pas la pire connasse de la Terre, même si je gagne de l'argent, tout va bien. Bref, donc ce bouquin m'a beaucoup aidé. Les secrets d'un esprit millionnaire, je crois que c'est Harv Eker qui a écrit ça. Et j'ai commencé à en lire un il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé très cool, qui est aussi sur l'argent, qui est de Christian Junod, qui s'appelle, je crois que je l'ai par là, non, je ne l'ai pas là, de Christian Junod qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Et ça, je trouve ça cool. Il est hyper bien écrit aussi et c'est une nouvelle approche encore. Voilà, ça, c'est 2 bouquins, je pense, qui pourront vous aider sur vraiment les relations à l'argent, en tout cas. Trop bien, merci pour ce partage. De toute façon, je mettrai tout en description aussi avec les liens si vous voulez rejoindre le programme Travel Cowgirl. Et si vous voulez même rejoindre Léa sur Insta, moi je conseille ses stories, elle donne trop d'énergie. Personnellement, je kiffe. J'ai une autre question. Qui aimerais-tu voir dans le podcast que je pourrais interviewer? Est-ce que tu as une idée de qui je pourrais...
Dans quel domaine? Qu'est-ce que tu veux apporter aux personnes qui t'écoutent? Dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, du marketing, du digital, etc. Il y en a tellement. Tu pourrais peut-être Charlotte de Post Adem, qui est sur la reconversion, qui est une de mes copines. Ok. Post Adem, je ne sais pas si tu connais. Post J'en ai Adem. entendu parler, je crois que c'était Aline qui l'avait Ah tagué bah une oui, fois. bah voilà. Aline, c'est une autre copine pareille Ok, d'accord. Trop bien. Ouais, ben Charlotte, je pense à Charlotte parce que je lui ai écrit ce matin là. Charlotte de Postadem, qui est hyper inspirante sur la gestion, sur la reconversion évidemment, mais et sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la gestion de son temps, de son organisation. Elle est hyper inspirante. Je pense que voilà, je pense que Ok. ce sera cool. Bah, merci, je la contacterai pour passer sur le podcast. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil ou une citation que tu as en tête? Je sais qu'il y en a, ils ne sont pas très forts en citation, mais un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à tes débuts, ou que tu aurais dit à toi-même, à la Léa d'il y a 5 ans. Mets ton ego de côté. Mets ton ego de côté. Arrête de croire que... Enfin, voilà, je préfère apprendre qu'avoir eu raison dans une conversation. Voilà. Je pense que c'est le plus important. C'est un truc qui m'a freiné l'ego. Vraiment. Parce que j'ai pas mal d'ego. Voilà, je le dis, c'est comme ça. J'ai pas mal d'ego. Ça m'a challengé pour toujours me bouger à être la meilleure, à faire de mon max. Mais ça m'a aussi freiné ou ça m'a créé beaucoup de douleur ou de frustration dans certaines situations. Donc, lâche ton ego. Vraiment, lâche-le. Il t'aide dans certaines situations, mais arrête de toujours vouloir la validation extérieure, quoi. Vraiment. Pour Donc, avancer. dans le sens apprendre à se remettre en question, c'est dans ce sens-là? Ou dans le sens. Ouais, se remettre en question et puis pas attendre la validation des autres, en fait. La vie des autres, ils payent pas tes factures, quoi. Donc vraiment, moi, j'avais toujours besoin de montrer à quel point j'étais géniale, tout ce que je faisais, c'était super. J'avais besoin qu'on me dise que c'est bien, qu'on me dise merci, etc. C'est probablement pour ça que je suis devenue coach aussi, tu vois. Parce que les business qu'on crée, souvent, c'est nos propres thérapies, tu vois. Donc, dans un sens ou dans un autre. Mais, et du coup, c'est vraiment l'ego dans le sens... arrête de montrer aux autres que tu sais tout parce que tu n'apprendras rien en fait en faisant comme ça. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok, conseil que je prends avec grand plaisir. J'avais besoin d'entendre ça. Non, franchement, trop cool. J'ai kiffé cette interview. J'espère que tu as kiffé aussi. Ouais, c'était cool. C'était intéressant là, c'était bien. Ouais, trop nickel. Et du coup, je partagerai tout, je mettrai tous les liens comme d'habitude. Et je vous remercie en tout cas à tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas à partager cette interview si ça vous a plu. Et je te remercie en tout cas, Léa, et à une prochaine. Hein. Merci à toi. Ciao. Ciao. C'est la fin de cette interview. Merci pour ton écoute. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à laisser un like ou alors mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et n'hésite pas si tu souhaites nous suivre sur Instagram, on est présente. À très vite pour une nouvelle interview et prends soin de toi. Bye.